60 ans de carrière, 60 ans qu'il souffle dans son saxophone, 60 ans que sa musique faisait le bonheur des millions de mélomanes répandus à travers le monde. Son dernier souffle, emporté par le coronavirus. Le 24 mars dernier, Manu Dibango range définitivement son saxo, le Papy Groove, à la discographie non exhaustive de 31 albums, s'en est allé, laissant le monde entier dans la douleur et la consternation. Sur le plateau avec moi, mesdames, messieurs, le directeur de la lutte contre la maladie, les endémies et les pandémies au ministère de la Santé publique, le docteur Georges-Alain Etoundi, juste ici à ma droite, à ma gauche, Vincent de Paula Tangana, rédacteur en chef au poste national de la CRTV, et Yannick Yemga, journaliste. Messieurs, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bonsoir. Et en zooming, dans cette édition de Scène de Presse, un hommage appuyé à Manu Dibango, hommage rendu par Serge Atangana Bissot. Manu ne rit plus, nous non plus. Son souffle ne donnera plus vie aux notes plaquées par ses doigts sur son saxophone. Triste, lamentable ce coronavirus. On l'a tué 3 fois dans les réseaux sociaux, Manu Dibango, depuis la survenue de la pandémie. Mais la famille toujours rassurait et on espérait, jusqu'à ce 24 mars 2020. Rien, c'est celui qui a le crayon qui peut te rayer à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, tu peux rien y faire. Bon, mais pendant que tu es là et que tu assumes ta passion, le jour c'est fini, il y a le mot FIN, fin. 60 ans de carrière vous donnent une telle sérénité devant la mort. Mais c'est pour toi, grand Manu, cette sérénité, car nous autres retenons sous le Makossa en 1972. Cette progression à partir du Makossa de tes origines et son succès planétaire. Les Amériques se sont couchées, l'Europe aussi. Un peu moins le Cameroun, le pays que tu n'as jamais renié. L'univers de la musique, c'était ton monde, ton jardin. Des collaborations, Duke Ellington, Nino Ferrer, Michel Jonas là-bas, Bokilo Jerry Malekani, Grand Calais, Lokwa Kanza ici. Traverser le temps et l'espace, parcourir les époques musicales, telle était ta devise. Des défunts que tu rejoins, des plus jeunes qui poursuivent le chemin désormais, orphelin de Papa Groove. Tu es parti du pays dans les années 50, à tout juste 15 ans, et 3 kilos de café dans le sac, par bateau. Douala-Marseille en 21 jours de paquebot. Comme toutes les histoires qui vont devenir légendes, ton unique bagage musical d'alors, c'était un jeu non encore confirmé de l'orgue et du piano. Ça, c'est du xylophone, appris pendant que tu ne faisais encore qu'admirer de loin le saxo, pour ses courbes généreuses, sa beauté physique, sa beauté extérieure. Il va pourtant devenir ton véritable compagnon. 60 ans que ça a duré. Des albums comme des dizainiers, des perles, tous. Il disait Manu que la musique était sa prison, son horizon, son confinement avant l'heure, contre les violences du monde. Peace and love. Ce confinement n'a pas résisté aux vices du corona. Hier encore lundi, Claudie Siard jouait avec ta voix et ton ton, unique au monde, pour ses jingles sur RFI, la radio du monde, dans couleur tropicale. Et ça nous persuadait que tu vivrais. Saint-Calais, sur les bords de la Marne en France, pleure l'éléphant, Emmanuel Njoké Dibango, des bords de l'eau. Une école et une rue là-bas serviront au souvenir. Et une voix s'élève au lointain, nous invitant à la prière du soir. Et la nuit de ta mort s'étend sur le village. Manu Dibango, emporté par le Covid-19, c'était le 24 mars dernier, comme pour créer un électrochoc dans nos esprits.
Docteur? Oui, merci Lucrèce, et permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille du grand Manu et aussi à tout le peuple des Mélomanes et à tous les Camerounais. Moi, si j'ai un seul mot, un seul souvenir de Manu, quelque chose qui m'a toujours épaté, c'est le souffle. À cet âge-là, comment il faisait pour souffler aussi bien, aussi longtemps sur le saxo? Le souffle de Manu. Malheureusement, ce souffle est parti. Emporté par le Covid-19. Emporté par le Covid-19. Vincent pour la Tangana. Bonsoir bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Alors vous parlez de Manu Dibango qui s'en va un 24 mars. Je crois c'est un grand message, un grand symbole qu'il faut voir en ce départ. Vous savez que le 24 mars, c'est un jour de grande fête pour un certain parti politique au Cameroun. Mais il y a une terrible coïncidence. C'est ce jour-là également qu'on enregistre officiellement le premier décès des suites de coronavirus au Cameroun. C'est certainement un message parce que je pense que Manu Dibango, il est mort de coronavirus, mais il part à son heure. Comme chacun de nous s'en va à son heure, mais comme c'est un géant, un grand artiste, comme tout grand homme, il nous laisse un grand message. Dans les circonstances actuelles, le grand message, c'est certainement que chacun de nous prenne au sérieux cette pandémie qui fait des ravages ailleurs et ici désormais, parce que faut quand même savoir que le contexte était un peu particulier. On était encore à un moment où les gens avaient des doutes, etc. Que cette pandémie terrasse un homme aussi grand de par la taille, mais également de par ses œuvres. C'est un message que chacun de nous peut interpréter. Mais je voudrais également regretter le fait qu'il meure si loin du Mboassou qu'il chérissait tant. C'est un thème qui est revenu régulièrement dans ses chansons. C'est dommage qu'il meure et qu'il soit enterré si loin de sa terre natale. Peut-être qu'un jour les circonstances vont s'améliorer et nous aurons l'occasion de célébrer le grand Manu. De lui rendre l'hommage qu'il mérite. L'hommage qu'il mérite effectivement au regard de sa carrière, au regard de son patriotisme. C'est quelqu'un qui a gardé son passeport camerounais malgré toutes ces années à l'Hexagone. Je pense qu'il mérite d'être célébré à sa juste valeur lorsque les circonstances pourront le permettre. Yannick? Bonsoir aux téléspectateurs. Je crois que parlant de Manu Dibango, on peut utiliser à peu près tous les superlatifs. C'était un personnage qui était immense par la longévité de sa carrière, par la plénitude de son talent. C'était un bon vivant, quelqu'un qui avait une extraordinaire hygiène de vie. Vous parliez tout à l'heure de son souffle. C'est quelqu'un qui savait communiquer de la bonne humeur. On ne va pas oublier son sourire ou alors son rire qui était si particulier. C'est quelqu'un qui a traversé les générations avec sa musique, qui aimait son pays, on l'a dit. Il n'a jamais régné le Cameroun. Il est dommage qu'il soit parti de cette façon parce que on imaginait Manu éternel, immortel presque. On ne pensait pas qu'il pouvait être terrassé par le Covid-19. Mais Lucrèce a parlé d'électrochoc. Si ça pouvait être un véritable électrochoc, je pense que ça l'aurait été, et on aura l'occasion d'en parler pendant l'émission, puisque on constate au quotidien que malgré le fait que cette maladie nous a arraché à l'affection de Manu, certains de nos compatriotes brillent toujours par une espèce d'insouciance, une espèce d'immunité entre guillemets vis-à-vis de cette pandémie-là. Merci, messieurs. Et le Covid-19 au Cameroun, justement, c'est désormais 139 cas, comme vous le verrez dans les titres que la régie nous permettra de voir. C'est donc désormais 139 cas, 6 décès et 5 guérisons, alors que les mesures gouvernementales de prévention de cette maladie prennent de plus en plus corps. Le ministre de la Santé publique annonce une nouvelle stratégie articulée en 4 points pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Nouvelle stratégie de réponse au Covid-19, renforcement de la prise en charge des patients grâce à un don en fournitures et équipements médicaux essentiels, protocole officiel de traitement du coronavirus, séparation du vrai
du faux dans la bataille contre cette maladie. Les explications et les informations irrelatives meublent la deuxième partie de cette émission de Scène de presse. En troisième partie, la feuille de route du ministère des Transports pour barrer la route au Covid-19. Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé a signé cette semaine 4 communiqués dans lesquels il donne des instructions qui vont du respect des règles d'hygiène au respect strict de certaines restrictions dans les transports en commun. Le directeur des transports routiers en donnera la pleine mesure dans cette émission. Mais avant, cette précision à l'attention de nos téléspectateurs. Crise sanitaire oblige, crise sanitaire liée au Covid-19. Votre émission sera désormais dédiée aux explications et aux informations et non plus au débat. Les journalistes viendront sur ce plateau poser des questions qui permettront d'éclairer l'opinion publique. Et justement, la première question que je vais vous poser, docteur, c'est celle de cette précision que nous aimerions avoir, c'est de nous parler de cette nouvelle stratégie en 4 points bientôt mise sur pied par le ministère de la Santé publique. De quoi s'agit-il? Bon, écoutez, je dois d'abord vous dire merci, Lucrèce, et à travers vous, à la CRTV et à tous les médias pour le travail abattu dans le cadre de la sensibilisation des populations sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je crois que avant qu'on ait les premiers cas, et sur les hautes instructions du chef de l'État, nous avions déjà commencé, aussitôt que les premiers cas avaient été déclarés en Chine. On suivait cette épidémie, nous avions mis en place une stratégie de préparation. Et c'est cette stratégie de préparation qui nous a permis de mettre en place un système de surveillance qui a identifié le risque d'importation comme étant le risque et le plus important, le risque majeur. Et c'est aussi ça qui nous a permis effectivement de capter les premiers cas qui, presque tous, étaient des cas importés. Et dès lors qu'on a eu ces premiers cas, nous sommes donc passés à une stratégie de réponse, de riposte. Et cette stratégie de riposte vise 3 objectifs simples. Le premier objectif, c'est une maladie contagieuse, elle se transmet. Et donc, il faut stopper la transmission. Quand la transmission est là, il faut la ralentir, la circonscrire, mais il faut la stopper. Parce que tant que la maladie se transmet, elle est dangereuse. Deuxième chose, il faut soigner ceux qui sont malades. Et puis, troisième chose, il faut essayer de mitiguer, d'atténuer l'impact socio-économique et même sanitaire de ce que cette pandémie peut entraîner. Voilà les 3 principaux objectifs. Et pour ces 3 principaux objectifs, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est aussi simple si on veut les atteindre. S'agissant notamment de stopper la transmission, parce que je crois que tout le monde comprend pourquoi on peut stopper la transmission. C'est une maladie infectieuse. Si je la garde pour moi, tout seul, j'aurai des conséquences, mais je ne pourrai pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Et cette maladie a un potentiel de se transmettre qui est très facile. En fait, c'est ça le problème. Et donc, il n'y a pas plusieurs choses. J'ai l'habitude de dire que il y a un C et il y a 3 T. Le premier C, ça veut dire il faut confiner. Maintenant, quand on dit confiner, les gens utilisent ce qu'ils veulent, ils vont des grandes mesures. Mais en fait, confiner, ça commence par les petites mesures. Confiner, ça veut dire que ce que nous faisons d'habitude, ce que nous faisions toujours, à savoir que si vous êtes malade et que vous sentez que vous pouvez avoir quelque chose qui est dangereux pour le voisin, pour votre famille, vous vous mettez tout simplement à l'écart, vous restez à la maison. C'est ça, confiner. Et ça peut donc aller de confiner à la maison pour chacun, se mettre à l'écart, jusqu'à des mesures spectaculaires que les gens, c'est-à-dire confiner, c'est-à-dire par exemple fermer toute une ville. Donc il faut bien savoir que c'est des choses sérieuses, mais le principe est le même, c'est-à-dire ça c'est pour le C. Alors l'autre T, le premier T, il faut traquer. Il faut traquer tous ceux qui sont déjà infectés. C'est ça le problème. Parce que c'est ceux qui sont infectés, et surtout ceux qui sont infectés et qui ne sont pas malades, et il y en a beaucoup.
ce sont eux qui vont propager la maladie. Tous ceux qui sont malades, il faut les traquer. Traquer, peut-être, quand je dis traquer, il ne faut pas voir le côté policier de la chose. Parce qu'on peut traquer aussi en sensibilisant les gens, en leur disant, écoutez, vous représentez un danger pour votre famille, et je crois que d'ailleurs c'est la meilleure solution. Vous êtes infecté, vous représentez un danger pour votre famille, pour vos amis, s'il vous plaît, venez vous faire dépister, ou bien alors, mettez-vous à l'écart. C'est ça, il y a d'abord ça. Après, donc, il faut faire une surveillance active. Après, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle un suivi de contact, à savoir, on a trouvé que vous êtes infectieux. S'il vous plaît, essayez de nous dire dans les 14 derniers jours quels sont les gens avec qui vous avez été probablement en contact. On appelle ça le suivi des contacts. Aujourd'hui, par exemple, nous avons près de 1000 personnes, 1000 contacts que nous suivons qui courent des risques parce qu'ils ont été en contact avec des personnes qui sont infectées. Donc j'ai dit confiner, traquer, et quand on a traqué et qu'on les a découverts ou bien qu'ils sont déclarés, il faut les tester. Et c'est ce qui a été fait dans certains pays, comme on le dit, et quand on a testé, il faut traiter. Ces 3 T sont incontournables. Alors, le 2 avril prochain, vous lancez un porte-à-porte à Douala. Quel est l'objectif qui est visé par cette campagne? Alors, le porte-à-porte fait partie de ce que je vous dis, traquer. Il faut traquer. Il faut traquer par ce qu'on appelle par une surveillance active, en allant vers les gens, en leur disant, écoutez, on a trouvé, il y a un cas de coronavirus qui a été découvert dans votre quartier, pardon, dites-nous. Cela signifie quoi? Qu'il y a des quartiers que vous avez déjà ciblés au préalable et dans lesquels vous allez descendre? Ah oui, mais tout ça, vous savez, par exemple, dans la ville de Yaoundé, le travail de suivi de contact que nos équipes mènent nous permet de savoir à peu près exactement quels sont les quartiers qui sont touchés et comment est cette répartition. Et nous voyons bien que dans toute la ville de Yaoundé, nous avons déjà des gens qui ont été en contact avec des gens qui sont confirmés positifs. Et donc, nous avons déjà lancé dans la ville tout un programme de suivi des contacts pour essayer de voir au cours de 14 jours, qu'est-ce qui se passe, comment ils se comportent, est-ce qu'ils deviennent symptomatiques, est-ce qu'on doit les tester. Alors la même chose va être faite pour Douala, parce qu'il faut dire que Douala a cette particularité, c'est que les cas ont commencé à Yaoundé. Mais Douala, on a déjà 4 décès. Mais je veux dire que Douala a cette particularité que quand nous avons commencé à voir les premiers cas à Yaoundé, c'est-à-dire qu'ils étaient tous des cas importés, c'est-à-dire qu'ils nous venaient par des vols qui viennent des pays infectés, nous nous sommes dit quand même, Douala reçoit 2 fois plus de vols que Yaoundé. Pourquoi il n'y a pas les cas? Nous étions quasiment convaincus qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et donc, dès que les premiers cas ont commencé à Douala, nous sommes allés voir et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a effectivement beaucoup de cas à Douala et que probablement il va falloir aller chercher. Et peut-être que la situation n'est pas très loin de ce qu'il y a à Yaoundé à ce jour. Yannick Yamga? Alors, docteur, vous avez dit qu'il faut traquer les personnes qui auraient été en contact avec celles qui sont soupçonnées ou bien qui sont contaminées. Mais il y a cette anecdote que je voudrais partager avec vous, qui est une anecdote vraie. Quand on préparait cette émission, j'ai échangé avec un ami qui est un confrère dont l'épouse était dans un des avions suspects et à leur descente, ils ont été effectivement confinés dans un hôtel de la place. Mais il se trouve que des personnes ont été extraites de ces hôtels-là par leurs parents qui étaient pour certains des hauts gradés de la police, etc. Alors, est-ce que vous pouvez regarder les caméras de la Fiat TV et nous assurer que vous faites effectivement le suivi de ces personnes-là? Parce que beaucoup de gens ont lu comme moi sur les réseaux sociaux que une dame, entre guillemets, qui était dans cet avion-là serait décédée. Non, je crois qu'il ne faut pas poser le problème dans ce sens, dans une émission comme celle-ci, qui pourrait laisser penser que nous, les autorités, les soldats chargés de lutter contre le coronavirus, on serait complaisant vis-à-vis. Non, je pense que quand vous posez l'émission, s'il vous plaît, je pense que quand on pose le problème comme ça, ce n'est pas la bonne façon d'expliquer les problèmes réels que nous rencontrons. Nous sommes absolument, intimement convaincus que tous ceux qui sont... Cet avion-là, nous avions l'information que dans cet avion qui partait des pays qui étaient déjà en épidémie, nous étions convaincus qu'il y avait des gens positifs au coronavirus, au moins. Et donc, la seule solution, c'était de les mettre tous en confinement. C'est ça.
de les confiner dans les hôtels. Ce sont les mesures qui ont été prises. Et d'ailleurs, ce confinement a été organisé en l'espace de quelques heures. Après qu'on ait eu le renseignement, et je tiens ici, entre parenthèses, à louer la citoyenneté, le caractère des hôteliers qui ont accepté de prendre ces passagers. Donc, nous avons organisé ce confinement pour protéger d'abord ces passagers, protéger leurs familles et protéger le Cameroun. Nous avons mis un dispositif de sécuritaire en place. Maintenant, vous soulevez le problème qui est le nôtre et qui est le problème réel. À savoir qu'aujourd'hui, le souci, quand on sait qu'on est coronavirus positif, ou bien quand on sait qu'on a couru un risque d'être infecté par le coronavirus positif, c'est d'abord une responsabilité individuelle. De se dire que je ne dois pas mettre ma famille. Parce que quand vous revenez de voyage, qui c'est qui vous accueille en premier lieu? C'est votre fils, c'est votre femme, c'est vos amis. Si on décide de vous mettre en confinement et que vous vous échappez, soit par votre titre, soit en glissant quelques billets, soit en faisant ce que nous savons tous, qui est-ce que vous mettez en danger? C'est votre famille. Alors le message que nous passons, que je voudrais qu'on passe, c'est que ces affaires-ci, au-delà du caractère répressif, du caractère, comment on va dire, quand on utilise la force, là. Non, il faut d'abord un problème oui, évitons le caractère coercitif. Utilisons plus. Mais vous êtes bien conscient qu'il va falloir en arriver là si la sensibilisation ne passe pas. En fait, vous n'avez pas répondu à ma question. La question, c'était de savoir. La question, si je précise bien, la question, c'est celle de savoir. C'est peut-être aussi de savoir si les C et 3T dont vous avez parlé s'appliquent à tout le monde. Oh, mais je pense que c'est évident que ça s'applique à tout le monde. Mais maintenant, il faut le reconnaître, notre système de surveillance, de suivi des contacts, notre système de traquage rencontre beaucoup de difficultés. Par exemple, nous avons beaucoup de contacts que nous avons identifiés qui ne veulent plus nous recevoir, qui ne répondent plus au téléphone. Nous avons des cas confirmés, testés, corona positifs, certains qui se sont échappés. Et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité, heureusement, Dieu merci, d'utiliser les forces de sécurité pour les retrouver. Mais je dois dire qu'effectivement, ce problème existe et doit être un problème qui doit être abordé et donc pour lequel on doit trouver des solutions. Une autre question peut-être. Oui, Vincent de Paul va peut-être revenir sur une question avant que vous sur cette vaste campagne de dépistage, est-ce que vous avez la certitude que les populations vont adhérer? On sait, il y a des rumeurs qui circulent dans l'opinion. Certains disent qu'on viendrait même inoculer la maladie. Certains sensibilisent les populations contre un éventuel vaccin qui viendrait d'ailleurs. Est-ce que vous avez les moyens d'amener les populations à adhérer à mais moi, je suis ravi que ce soit vous qui posez la question, vous qui êtes un de nos sujets les plus brillants en matière de sensibilisation, de communication et d'adhésion, d'amener les populations à adhérer. Parce que ce problème de lutte contre le coronavirus, c'est pas un problème uniquement du ministère de la Santé. Nous qui avons appris à soigner, maintenant on se rend compte que si nous voulons soigner, si nous voulons détecter, il y a une phase incontournable, essentielle, qui est la sensibilisation, l'information et la communication. Et vous comprenez pourquoi le ministre en charge de la communication, le ministre en charge de la communication gouvernementale a saisi le problème, a élaboré toute une stratégie de communication. Maintenant, j'ose croire que vous ne mettez pas en doute l'efficacité de cette stratégie de communication parce que nous comptons vraiment sur elle pour avancer sur nos stratégies, sur ce que nous voulons faire pour traquer ces individus. Pour que les cibles soient bien informées, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Lorsque vous arrivez dans un domicile, vous demandez quoi? Vous prélevez quoi? Non, je pense qu'on ne va pas commencer à tirer tout à l'eau sur les missions, sur des choses que nous allons faire et qui reposent sur un principe simple. Nous avons un vaste maillage en agents de santé communautaire. Nous devons travailler avec toutes les forces vives de la nation, les communautés, les communautés territoriales décentralisées, qui elles aussi ont un vaste réseau de personnels qui sont représentés dans la communauté. Nous devons travailler avec le ministère en charge de la promotion de la famille et de la famille, qui aussi a un vaste réseau d'associations. Je crois que par le biais de toutes ces structures qui sont représentées dans la société, qui sont dans nos quartiers, dans nos familles, nous allons très facilement faire notre recherche active des cas et des événements
éventuels contacts. Et à ce moment-là aussi, sensibiliser, dire aux gens, attendez, dans votre quartier, qui c'est qui est venu de France, je dis de France. Qui c'est qui est passager, citoyen à risque des 14 derniers jours? Et les gens doivent parler parce que c'est un problème de sécurité, d'abord individuel. C'est un problème de sécurité de la famille, c'est un problème de sécurité du quartier. Et je pense que cette stratégie, à mon avis, va payer. Yannick? Alors, docteur, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que dans cette épidémie, dans la croisade contre cette épidémie, il y a 3 phases. La première phase, il fallait empêcher que le virus ne pénètre à l'intérieur de nos frontières. Et certains de vos collègues disent que nous sommes à la deuxième phase, qui correspond au cantonnement. Et la troisième phase, ce serait de décongestionner les formations sanitaires. Alors, concernant donc la deuxième phase dans laquelle on se trouverait en ce moment, est-ce que vous pensez que le discours qui est tenu est le bon? Je m'explique. Est-ce que le fait de dire qu'on a par exemple 10 cas de personnes atteintes qui laisserait penser que effectivement on a testé un très grand nombre et on a que 10 cas, est-ce que c'est le bon discours quand vous-même vous dites paradoxalement qu'il n'y a pas suffisamment de kits pour tester sur une population plus nombreuse? Est-ce que c'est le bon discours? Est-ce que ce ne serait pas bien de dire aux gens clairement que la menace est beaucoup plus sérieuse qu'il n'y paraît? Non, je pense, vous avez dit plusieurs choses qui... moi, j'aime bien les choses. Je peux dire les choses une par une. Non, je vais d'abord, cette classification en 3 phases. Vous savez, dans les livres, sur WhatsApp et partout, chacun met sa classification, chacun... Non, moi, j'aime bien parler des choses simples parce que j'adore m'adresser aux gens de mon village. Si je devais leur dire quelque chose, j'allais leur dire qu'effectivement, on a d'abord le stade où il n'y a rien. Le danger est loin. Il est en Italie, il est en Chine, il est là où vous voulez. On n'a rien. Après, nous avons la phase où les seuls cas que nous avons sont les cas des gens qui sont venus de l'extérieur et les ont amenés ici. Et éventuellement, ceux qui ont été en contact avec eux. Voilà une autre phase. Et à cette phase, les choses sont encore très faciles. Parce que si celui qui est venu de l'extérieur rentre, on le trouve Covid positif, et il nous dit très rapidement avec qui il a été en contact, et qu'on les touche, tous ces contacts, et que dans le meilleur des cas, ils se mettent tout seuls en confinement, on arrête. On brise la chaîne, on n'entend plus parler de rien, parce que ça nous vient essentiellement de l'extérieur. À ce stade-là, nous avons loupé. Parce que certains petits malins, ayant voyagé, certains petits malins, enfin je dis petits malins, entre parenthèses. On a bien compris, docteur. Oui, il faut le dire, parce que nous devons tous le savoir. Certains petits malins sont entrés, et se sont glissés, faufilés, et sont entrés, parfois certains même, sachant qu'ils étaient positifs, se sont glissés, et on l'a loupé. Maintenant, nous avons une autre phase où ceux-là, ils sont venus. Ils ont contaminé des gens, des contacts. Ces contacts sont devenus positifs et ont contaminé d'autres. Donc, à ce moment-là, nous disons que le virus circule dans la communauté. C'est le cas à Yaoundé aujourd'hui, c'est le cas à Douala. Donc, je pense que voilà comment le citoyen de nos villages doit comprendre ça. Et donc, à ce stade, il n'y a rien à faire. La communauté qui est touchée doit s'organiser pour stopper la transmission. Maintenant, sur la communication sur les chiffres, est-ce que c'est la bonne stratégie? Je pose simplement les questions pour que les téléspectateurs comprennent. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment donné aux gens qu'écoutez, comme on n'a pas testé à grande échelle, s'il n'y a que 113 cas, ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, il n'y a que 113 personnes potentiellement atteintes. 139 fois les derniers chiffres. Non, je crois que dès le départ, au niveau je le dis pourquoi? Parce que, docteur, excusez-moi, mais je le dis pourquoi? Parce qu'il faut aussi que les téléspectateurs comprennent. Oui. Parce que quand vous discutez avec les gens, ils vous disent en Italie, on a franchi là-bas depuis longtemps de 5000 morts. Au Cameroun, on n'a que 4 décès. 6 désormais. On n'a que 6 décès. Ça veut dire que cette maladie, soit on en est immunisé, soit... Ce n'est pas trop notre affaire. Moi, je crois que d'abord, première chose, il faut que les Camerounais aient confiance en leur système de santé et à tout le reste, premièrement. Et puis, deuxième chose, il ne faut pas croire que le Cameroun est un îlot de particulier dans le monde.
la progression de la maladie au Cameroun va suivre celle qui ça va se passer comme ça s'est passé en Chine, comme ça se passe en Italie, comme ça se passe. C'est-à-dire que, et nous l'arrêtons par le dire, les chiffres vont aller à la hausse. Parce que vous savez que c'est une maladie contagieuse. Et nous savons qu'un cas, sur un cas, nous savons qu'il y a à peu près 2 à 3 personnes qui vont devenir positives. Vous voyez, c'est ça le problème. On le sait. Et nous savons qu'aujourd'hui, on est à 100. Ça ne nous surprend pas qu'on soit à 100, parce que nous pensons que dans les semaines qui viennent, ça va monter et qu'on se va se retrouver peut-être à 300 à 400 cas. Ce n'est pas surprenant. Alors, je voudrais que vous insistiez particulièrement sur la prévention. Oui. Moi, je voudrais revenir sur cet aspect-là pour que vous nous disiez quelle nécessité y a-t-il pour X ou Y de limiter ces déplacements, de limiter les contacts avec les autres. Non, je crois que, comme je vous ai dit, le problème, je crois que si on veut lutter contre ces maladies, j'aime bien les symboles aussi, je crois qu'il y a un certain nombre de choses aussi que je résume là avec des S. Je crois que la première chose, c'est d'être serein. Quoi qu'on le fasse, le Covid-19 a commencé en Chine, c'est allé en Europe. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on va dire, il va descendre chez nous avec les mêmes conséquences. Il faut que de façon sereine et froide, nous soyons conscients de ça. Ça permet que les décideurs, les journalistes, les médecins, les hommes politiques prennent des décisions qu'il faut et ne prennent pas des choses exagérées, disproportionnées. Donc, il faut d'abord ça. Et puis, à côté de la sérénité, il y a beaucoup de simplicité. En réalité, arrêter la transmission, prévenir le coronavirus, c'est simple. Et c'est peut-être parce que c'est simple que c'est difficile. La première chose, comme on dit, c'est vraiment tout ce qui est distanciation sociale. Si j'ai un coronavirus et que je suis infectieux parce que je dégage, parce que quand j'éternue, parce que je suis enrhumé et tout ça, si je me mets dans ma chambre et que je tiens à distance mes enfants, ma femme et tout le monde sait que je serai le seul à avoir coronavirus. Dans 80% des cas, ça va bien se passer et qu'il peut arriver que ça s'aggrave. Vraiment, alors, c'est simple, c'est efficace, c'est promu. Les mesures de distanciation sociale, les mesures éventuellement de confinement partiel ou total, mais tout ce qui éloigne le sujet infecté des autres est efficace, premièrement. Et puis, deuxièmement, l'hygiène. Se laver les mains à l'eau et au savon, les mesures simples d'hygiène, c'est le plus efficace. Ça me permet de dire quelque chose sur la mode des solutions hydroalcooliques. Comme je vous ai dit, j'aime bien m'adresser. Vous avez des villages, non? Vous avez des villages, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand je vois qu'une solution hydroalcoolique coûte 2000 francs, qu'on va utiliser en 1 ou 2 jours. Est-ce que vous pensez vraiment que nous pouvons dire que les Camerounais seront protégés du coronavirus par la solution hydroalcoolique? Est-ce que c'est vraiment une stratégie qu'on doit faire? Je pense que, alors qu'on sait que... les solutions hydroalcooliques, non, utiliser les solutions hydroalcooliques du mais je pense que le mieux, c'est de dire aux gens, lavez-vous les mains à l'eau et au savon autant de fois que vous le pouvez. Autant de fois que vous le pouvez. Vraiment, c'est la première mesure la plus efficace, l'eau et le savon. Les solutions hydroalcooliques, vous savez, et puis maintenant avec les imitations et tout ce que vous savez, le coup. Donc vraiment, ces mesures sont simples. Comme j'ai dit, distanciation sociale, mesures simples d'hygiène, prendre l'hygiène, assurer l'hygiène des locaux, ça permet déjà d'être là. Donc, j'ai dit sérénité, simplicité. Et sérieux, voilà. Il faut le sérieux. Parce que toutes ces mesures, quand même, demandent qu'on se discipline. Vous ne devez plus sortir, aller dans les marchés, aller dans les supermarchés. Hier, j'étais à Douala parce que je suis allé acheter. Je suis allé dans une boulangerie parce que toute la journée, j'avais pratiquement mangé. Je m'en vais à la boulangerie. Je trouve un monsieur qui est venu avec ses 3 enfants. J'ai dû me retenir pour parler, dire, mon ami, c'est comment là? Vous voyez, nous devons être sérieux. Parce que pour respecter ces mesures simples, il faut être sérieux. Il faut accepter d'être discipliné. Et je crois que c'est ça qui a fait que des pays comme la Chine ont pu réussir à... Après le sérieux, autre chose, il faut être solidaire. Cette solidarité doit être la base. Si nous voulons de façon sereine combattre cette épidémie,
voir ce qui arrive là. Nous devons le vaincre, l'atténuer. Il faut une solidarité. Solidarité entre tous les détenteurs de pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire les religieux, les hommes politiques, les journalistes, même les sorciers de nos villages, pourquoi pas, qu'ils se mobilisent. S'il n'y a pas cette solidarité-là, s'il n'y a pas ce sérieux, s'il n'y a pas l'application de ces mesures simples, si nous ne gardons pas la sérénité pour les mettre en œuvre, en utilisant les structures d'État, c'est-à-dire qu'au niveau des régions, une autre mesure, quelque chose sur lequel le ministre a incité et qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il y a une réunion au MINAT, en utilisant l'autorité administrative. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets doivent prendre cette affaire en main. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir les responsables de la santé publique proposer des mesures plus rigoureuses au gouvernement? Par exemple, limiter les déplacements entre les villes, le mouvement des villes vers les villages, par exemple? Non, je pense que non. Je vous ai dit à ce niveau, le ministère de la Santé, dans cette affaire, doit jouer son rôle qui est celui de soigner. Mais vous faites des propositions qui sont techniques. Alors, il y a une solidarité gouvernementale, il y a des gens dans le gouvernement, il y a des gens des structures dans ce pays qui sont chargés d'appliquer un certain nombre de mesures relatives aux problèmes de sécurité, de sûreté, de régulation des transports. Ils doivent jouer leur rôle et je pense qu'ils vont jouer ce rôle-là. Mais est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez accompagné par les autres composantes? Non, pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez vu le ministère de la Communication qui tient régulièrement des conférences de presse avec le ministre de la Santé. Vous avez le ministre des Transports qui se déploie très souvent en compagnie du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé va demander d'aller dans la région du littoral où, avec le gouverneur, nous avons réuni toutes les forces vives de la région. Le ministre en charge du tourisme a déjà demandé que le ministère du Tourisme nous encadre et nous assiste parce que nous allons être obligés de mettre en place des structures de confinement, de quarantaine dans les nouveaux logements sociaux qui ont été construits à Olembe, à Yassa, à Bafoussam. Et donc, le ministre Madame le ministre en charge du développement urbain s'implique. Bref, tout le gouvernement s'implique. Peut-être que vous voyez le ministre de la Santé, vous voyez le Dr Etoundi, je crois que vous verrez le ministère des Transports tout à l'heure, mais en général, je pense que aussi, c'est le grand avantage que nous avons, et c'est l'atout que nous avons, c'est vraiment l'implication de toutes les forces vives, y compris les partenaires et les autres. Revenons quand même sur les questions de santé strictes, docteur. Je voudrais, sans entrer dans les détails, que vous nous parliez un peu du protocole de traitement qui est adopté par le Cameroun. Bon, là aussi, je dois un peu tempérer l'enthousiasme des populations. J'ai bien dit sans entrer dans les détails. Oui, je voudrais tempérer l'enthousiasme des populations vis-à-vis de tout ce qui se dit autour de la chloroquine, du plaquenil, de l'association avec les antibiotiques. Pour dire que, à ce jour, nous savons que tous ces virus qui créent des maladies aiguës, il n'y a pas de traitement curatif. C'est connu. Ça, nous le savions depuis la nuit des temps et nous le savons. Ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus que ça va changer. Il n'y a pas de traitement connu vis-à-vis de tous ces virus qui créent des maladies aiguës infectieuses. La plupart de ces virus, quand ils arrivent, en général, on peut s'en sortir tout seul. C'est pour ça que 80% des gens sont parfois ont des formes mineures. Il peut y avoir des formes graves et des formes dont on meurt. En général, la majeure partie de la prise en charge est symptomatique. C'est-à-dire vous avez une forte fièvre qui peut faire que, pour une raison ou pour une autre, vous ayez des décompensations, on doit soigner la fièvre. Vous avez des douleurs articulaires, on doit les soigner, etc. Maintenant, il y a des nouveaux essais qui sont faits autour de la chloroquine associée ou non à des antibiotiques. Nous avons une équipe de chercheurs et de grands cliniciens, parce que moi je ne suis plus clinicien, qui effectivement essayent à ce jour un protocole qui associe la chloroquine avec des antibiotiques. Je crois qu'ils sont aussi dans d'autres essais cliniques, je crois qu'ils seront mieux placés. On va vous les envoyer la prochaine fois pour qu'ils viennent vous parler avec plus de détails de ce qu'ils vont. Mais effectivement, le Cameroun est à l'avant-garde de tout ce qui se fait comme recherche et nous sommes engagés dans ces protocoles de traitement. Alors vous avez parlé de la chloroquine. Yannick, permettez une seconde. Vous avez parlé de la chloroquine il y a quelques instants. Et on a vu depuis quelques jours les Camerounais se ruer vers les pharmacies pour en acheter. Pourtant, le président de l'Ordre des pharmaciens dit que ce médicament, et je cite, ce médicament ne doit donc pas se retrouver en ville dans les officines sans homologation. La question que moi je voudrais vous poser, docteur, c'est celle de savoir quels sont les risques pour ceux qui se livrent à l'automédication en prenant la chloroquine. D'abord, je vous ai déjà dit que ça confirme ce que je vous ai dit
c'est que les Camerounais, nous ne voulons pas des choses simples. On va chercher des choses compliquées. Aller courir dans les pharmacies, chercher un médicament qui a été retiré longtemps du marché pour essayer de le prendre à titre, je ne sais pas, préventif pour coronavirus. C'est vraiment des attitudes à déconseiller. La chloroquine a été retirée du marché. Il faut pas aller la chercher parce qu'en plus, ça, vous risquez de tomber sur des faux ou alors sur des stocks périmés. Parce que justement, la question que j'allais vous poser, c'est celle de savoir d'où sort ce médicament qui a été retiré du marché depuis longtemps et qui se retrouve dans les pharmacies en abondance. Non, je crois que vraiment, il faut stopper. Il faut stopper cette ruée vers la chloroquine et qu'on prenne le temps d'évaluer ces protocoles et qu'on se demande d'ailleurs, ceux qui ont des stocks de chloroquine maintenant, ils sortent ça d'où? Puisque c'est un médicament qui a été retiré du marché il y a longtemps et on ne devrait plus le retrouver. Je me demande, il faut qu'on vérifie d'ailleurs avec l'ANACOM si ces médicaments ne sont pas périmés. Bref, à mon sens, il faut arrêter cette ruée vers la chloroquine alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui ça fait partie des essais cliniques et laisser éventuellement l'usage à des cliniciens expérimentés. Quels sont donc les risques pour ceux qui s'auto-prescrivent la chloroquine? D'abord, le risque, c'est de consommer un médicament peut-être qui serait périmé avec tout ce que ça entraîne. Le risque, c'est la fausse assurance qu'on a été... qu'on est immunisé. Et le risque aussi, de se l'utiliser à des doses qui ne sont pas... dont on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et d'avoir des surdosages avec tous les risques qu'on connaît sur les surdosages de la chloroquine. Yannick et puis Vincent de Paula-Tangana. Alors, docteur, on parlait tout à l'heure des mesures de prévention. Il y a aussi le port du masque. Certains de vos confrères disent que on ne doit porter le masque lorsqu'on est malade. On constate qu'il y a un business des masques qui a surgi. Du point de vue médical, qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, merci. Je crois qu'il faut poser le problème du masque. D'abord, vous avez du point de vue de médical et du point de vue de la santé publique ou bien de la sagesse, on va dire ça comme ça. En général, le masque est destiné en milieu de soins quand un soignant va poser un geste qui peut comporter d'abord un risque pour lui de donner une maladie, d'infecter le patient, ou alors qu'il soit infecté. Ça, il faut porter le masque. Et à ce moment-là, nous avons des masques avec des types de masques bien déterminés. Le masque, pour nous, chez les patients Covid positifs, quand ils sont à l'hôpital, on leur met un masque parce que, à ce moment-là, on limite les risques qu'ils infectent les soignants et qu'ils diffusent la maladie. Voilà, c'est aussi qu'il y a du masque en milieu hospitalier. Nous allons recommander de plus en plus le masque pour tout le personnel de soins ou bien d'accueil des malades aux urgences qui est en contact parce que, a priori, il faut qu'il soit protégé contre parce qu'ils ne savent pas le patient qui vient consulter ce qu'il a. Mais ce port du masque, en veux-tu, en voilà dans la rue, à mon avis, permettez-moi le terme, c'est la mascarade. Il n'y a pas de raison sur vous-même pour penser que si on veut se protéger contre le coronavirus, vous pensez vraiment que le port du masque peut être une stratégie de santé publique? Combien de Camerounais peuvent se permettre de porter le masque? Et quand on voit on sait que les masques, après 1 heure, 2 heures maximum, ne servent plus à rien. Et puis on voit des scènes ubuesques où il y en a qui le portent, qui parlent parce que les s'ouvrent, qui le remettent, qui le gèrent. Non. Arrêtons cette mascarade. Alors, il y a une ruée vers la chloroquine, il y a également une ruée vers des produits de notre pharmacopée traditionnelle, le quinqueliba, l'aloe vera, le citron, le gingembre. Quel peut être l'apport de tous ces Vincent de Paula-Tangana, je vous conseille d'utiliser les mots du terroir, c'est-à-dire likouk. Likouk. Qu'en est-il de likouk? Qu'en est-il des feuilles d'indolé? Des feuilles d'indolé. Alors vraiment, je suis maman l'ondolé, je l'aime bien avec les crevettes, de préférence, mais vraiment pour soigner le coronavirus, je ne sais pas. Non, je pense qu'il faut Vous ne reconnaissez aucune propriété de guérison à mon sens, ces recettes de grand-mère, même pas les coups? Il ne me viendrait pas à l'idée de proposer. Par contre, si en buvant du quinqueliba, ça vous permet de vous réhydrater, parce que si vous avez 30 de fièvre, 89 de fièvre, c'est sûr que vous avez besoin de boire et tout. Si vous buvez du quinqueliba avec ça et que ça permet de réhydrater, tant mieux. Mais le citron, docteur, on dit que ça permet de doper le système immunitaire et donc de lutter. Mais vous savez bien que le citron contient de la vitamine C et que l'une des principales conséquences de tous ces états grippaux, c'est qu'on est fatigué, on a mal partout et que effectivement on reconnaît qu'il y a des bienfaits
pour la vitamine C, le citron, le jus de citron, ou bien avec du thé, ou bien c'est aussi bien pour tous les états fébriles. Pour une question colle peut-être très Une seconde, juste une seconde. Non, une question. Juste une seconde. Je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Vous allez la poser, Yannick. Je voudrais juste qu'on reste sur le renforcement du système immunitaire. Oui, docteur, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en guise de prévention? On a parlé du citron, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un médicament qu'on peut prendre? Est-ce qu'il n'y a pas un aliment qu'on peut consommer en abondance par ces temps qui courent? Non, il n'y a pas de vaccin connu contre le Covid-19. Mais par contre, il y a ceci que face aux attaques des virus, nous avons chacun ses capacités à lutter contre ces attaques. Ceux qui ont un système immunitaire performant, parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie, parce qu'ils sont bien portants, parce qu'ils n'ont pas des tares physiologiques, ils ne sont pas malades, c'est évident qu'ils résistent mieux au virus. Ceux qui ont un système immunitaire atteint, soit parce qu'ils ont une maladie sous-jacente, soit parce qu'il y a un autre état, évidemment, vont lutter moins bien. Donc, voilà ce qu'il en est du système immunitaire. Mais quand tu as pensé que, parce qu'on a coronavirus, on va renforcer à cette occasion le système immunitaire, non, je pense que c'est... La prévention, je parle de ceux qui ne sont peut-être pas encore malades. Donc, ceux qui ne sont pas encore malades, évitez d'entrer en contact, évitez de vous mettre dans une situation où vous pourriez être en contact avec une personne atteinte. Évitez distanciation sociale, ne sortez que si c'est vraiment indispensable, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, essayez au maximum d'éviter les rassemblements. Voilà la bonne prévention. Bon, et maintenant, votre question. Bon, je n'y voyais rien de personnel, hein. Non, mais j'ai suivi la communication, les différentes communications au cours de la semaine. J'ai appris que le ministère de la Santé publique a commandé un certain nombre de kits pour renforcer le dispositif de test. Mais dans cette commande-là, est-ce que on a prévu, par exemple, les respirateurs, parce que il se dit que dans la phase la plus grave de la maladie, effectivement, on a recours à ces respirateurs. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Non, je pense que d'abord, ce n'est pas le ministère de la Santé qui a commandé. Je pense que dans le souci d'apporter une réponse à cette épidémie, le gouvernement a demandé qu'on renforce en un certain nombre de matériels. D'abord, tout ce qui est équipement de protection du personnel soignant. En second lieu, un certain nombre de matériels qui vont permettre de renforcer, d'améliorer la prise en charge des patients que nous allons recevoir dans les hôpitaux. Un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre d'augmenter les capacités à les accueillir. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure de la mise à disposition des bâtiments, des bâtiments sociaux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font une focalisation sur les matériels de réanimation. Il faut le dire ici de façon sincère. Notre système de santé reste le même. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a coronavirus, subitement, nous allons nous retrouver avec plusieurs services de réanimation. Nous connaissons au Cameroun comme en Afrique nos capacités de réanimation. Nous savons qu'elles sont limitées. Maintenant qu'il y a coronavirus, avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des partenaires, un effort certain est déjà fait pour qu'on améliore les capacités et qu'on acquiert dans des respirateurs parce que un certain nombre de choses. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit qu'il fallait absolument aider l'Afrique. Et quelques jours plus tôt, c'est l'OMS qui disait que l'Afrique doit s'attendre au pire. Est-ce que ces discours-là, qui sont pour le moins à la mise, ne vous inquiète pas au niveau du... Non, je ne pense pas qu'il faut... Pourquoi l'Afrique doit-elle se préparer au pire, docteur? Non, je pense que pour s'adresser aux Camerounais, on ne va pas attendre que ce soit le secrétaire général ou l'OMS qui couvre le monde entier. Je pense que ce que j'ai dit d'emblée, et je pense que je dois le répéter, les Camerounais, notamment nous les élites, nous devons faire preuve de sérénité. De sérénité pour analyser froidement la situation et savoir que nous dirigeons vers une épidémie qui va entraîner un grand nombre de personnes atteintes, un grand nombre de personnes graves et qui aura certainement des décès et que nous devons tout faire pour gérer cette épidémie pour le mieux avec nos insuffisances, certes, mais surtout avec nos forces et avec nos qualités. Alors, deux questions, docteur, pour finir. Que faire des personnes du troisième âge qui, pour la plupart, sont sous antidouleurs? Doivent-elles arrêter de prendre ces médicaments-là?
Je ne sais pas, j'ai peur de ne pas très bien comprendre votre question, mais je sais que... Étant donné que les on dit dans certaines... Il y a des articles scientifiques qui disent qu'il ne faut pas prendre trop d'antidouleurs par ces temps qui courent, parce que si le coronavirus arrive, peut-être que le médicament qu'on va vous infliger, qu'on va vous prescrire pourrait ne pas avoir d'effet sur vous. Que faire des personnes du troisième âge concrètement? Non, que ce soit les personnes du troisième âge ou les autres qui ont des problèmes, parce qu'il faut dire que le coronavirus n'a pas effacé les autres maladies. Absolument. Ah oui, nous allons continuer à avoir notre paludisme, nous allons continuer à avoir nos arthroses et tout ce que vous voulez. Le coronavirus n'a pas effacé ça. Donc, il faut continuer à suivre les traitements qu'on vous prescrit pour les maladies habituelles. Parce que, en réalité, il peut se trouver que la maladie que vous avez sont même plus dangereux que le coronavirus. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez un paludisme sévère, je dis par exemple, c'est quand même à coup sûr plus mortel que le coronavirus. Donc, alors, parlant justement du paludisme, docteur, est-ce que pour nous qui avons l'habitude de prendre des traitements contre le palu, est-ce que nous avons une forme d'immunité, oui ou non? Contre le paludisme ou bien contre le coronavirus? Ah non, l'immunité naturelle en général ne se développe que contre les choses auxquelles on a été exposé. Et d'ailleurs, c'est l'une des théories de certains épidémiologistes qui pensent qu'en réalité, et c'est vrai, en réalité, ce virus, coronavirus, il est dangereux parce qu'il est nouveau et qu'il trouve un terrain vierge pour personne n'est protégé. Mais ce qui est certain, l'évolution épidémiologique, ça va monter, ça va descendre, et à un moment, comme il y aura beaucoup de gens qui auront contacté les anticorps, dans les années qui viennent, on sait que ce virus risque de ne plus réapparaître parce que les gens seront globalement immunisés. Juste une dernière. Vous avez anticipé vraiment sur ma dernière question, parce que ça, c'est la théorie de beaucoup de pays scandinaves qui estiment qu'il faut laisser le virus se propager au sein de la population, quitte à perdre des personnes pour immuniser le plus grand nombre. Mais est-ce que vous pensez pas à un moment donné qu'il va falloir réfléchir à confiner les personnes vulnérables? Quand vous dites, faudrait trouver les candidats. Vous voyez, quand vous dites... Je pose simplement les questions. Quand vous dites laisser le virus se propager, laisser certaines personnes... Non, je n'ose même pas répéter ce que vous avez dit là, parce que ma bouche de médecin m'interdit de dire ça. Laisser des personnes... Non, je reprends simplement ce que vous avez dit. Non, c'est pour dire que cette théorie scandinave, bon, elle est scandinave. Non, je crois que il faut vraiment faire tout pour que ces maladies qui commencent à monter, pour que le pic n'aille pas très haut d'abord, et pour que le pic, la décroissance survienne le plus vite possible et qu'on sauve le maximum de Camerounais. Il y en a peut-être qui vont décéder, mais nous devons tout faire pour sauver le maximum de Camerounais, tout faire pour raccourcir la durée de l'épidémie, pour sauver aussi notre pays des impacts sociaux, économiques, que ce qui pourrait en découler. Alors, parlant justement des impacts, des impacts économiques, le PREF-CEMAC s'est réuni cette semaine pour proposer un certain nombre de mesures qui pourraient permettre aux économies de la CEMAC, de la sous-région, de faire face à cette pandémie. Et je vous propose d'écouter en focus, en cette édition de Scène de Presse, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le professeur Michel Cyr Djena Wembou, qui est secrétaire permanent du PREF-CEMAC. Pour ce qui est de l'évaluation, bon, ça reste encore un peu difficile parce que c'est une évaluation qui dépend de la durée de la pandémie. Nous savons déjà que nous avons des conséquences néfastes sur nos budgets. Au niveau du Cameroun, on a fait quelques évaluations qui mériteraient encore d'être affinées. Et pourquoi? Parce que si je ne prends que le cas du pétrole, nous avons fait notre budget, notre loi de finances 2020 sur une hypothèse d'un baril du pétrole à 54,4 $. Là, nous sommes à moins de 30. Vous comprenez que la conséquence est immédiate. Nous savons également qu'avec la diminution des échanges avec le monde extérieur, les importations vont baisser. Si les importations baissent, ça veut dire les recettes douanières vont baisser. Tout cela va également avoir des conséquences sur l'économie réelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il a été bien constaté que les effets vont être terribles pour nos États. Et ai-je dit, tout cela dépendra maintenant de la durée de la pandémie. S'agissant tout d'abord des politiques budgétaires qui constituent le pilier 1 du PREF-CEMAC, mobiliser les institutions financières sous-régionales, à savoir la BEAC et la BDEAC,
ainsi que les marchés financiers sous-régionaux en vue d'accroître les ressources budgétaires des États pour faire face aux 3 chocs sanitaires, économiques et sécuritaires. Mobiliser les banques nationales en vue d'un plus large financement des entreprises, notamment les PME, PMI de notre sous-région. Recourir aux facilités d'urgence mises en place par les institutions financières internationales et régionales, la Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque africaine de développement et autres institutions pour venir en aide aux États dont les économies sont fragilisées, comme vous le savez, par la crise du Covid-19. Recommander aux États d'affecter les aides extérieures sous-régionales aux dépenses prioritaires au regard des contingences de chaque État. La priorité devra absolument être accordée aux dépenses de santé et d'amortissement des chocs économiques et sociaux. Poursuivre les efforts de rationalisation et d'efficacité des dépenses publiques. Inviter les États à réallouer les fonds affectés aux dépenses publiques non prioritaires vers le renforcement du système de santé. Recommander aux États d'adopter dans les plus brefs délais possibles des lois de finances rectificatives 2020 en vue de renforcer les moyens de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 tout en garantissant le fonctionnement régulier de nos États. Concernant la politique monétaire et le système financier, continuer d'assurer une bonne mise en œuvre de la réglementation des changes, donner acte à la BEAC du relèvement par elle du niveau d'injection de liquidités dans le système bancaire sous-régional à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Appuyer la BEAC dans sa proposition de relever ce niveau en cas de besoin. La suite des explications des informations sur le plateau de scène de presse en rapport avec la lutte contre le coronavirus. Sur le plateau avec nous, M. Divan Bamomé, tant pour moi, Kendon, qui est directeur des transports routiers au ministère des Transports. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame, merci. Alors, la 8e mesure gouvernementale appelle les Camerounais à se déplacer uniquement en cas d'extrême nécessité. Et c'est sur cette mesure-là que le ministère des Transports s'est basé, s'est appuyé pour signer un certain nombre de communiqués tout au long au cours de cette semaine qui s'achève. Oui, merci madame. Il faut savoir que nous sommes en face d'un virus qui ne voyage pas. Ce sont des êtres humains qui déplacent ce virus. C'est pour ces raisons que cette 8e mesure était claire, qu'il faut effectuer un déplacement en cas d'extrême nécessité. Cela veut dire, autrement dit, c'est qu'on décourage même de Camerounais de se déplacer. Il faut rester chez vous pour mieux confiner et pour permettre à ce qu'on pouvait mieux maîtriser la prise en charge. Donc, quand parmi les 13 mesures, la 8e mesure spécifique était clair. Et sur la base de cette mesure que le ministre du Transport a appuyé cette cadre communiqué pour ce qui concerne le domaine des transports routiers, le ministre du Transport a bien répété, il faut se déplacer dans le cas d'extrême nécessité. Maintenant, quand cette extrême nécessité se présente, il faut se déplacer dans les conditions que le ministre du Transport a prescrit. Ça veut dire que s'il faut extrêmement se déplacer par le taxi, il faut que le taximan se rassure qu'il porte 4 personnes, y compris lui-même le chauffeur. Ça veut dire 2 personnes devant et 2 personnes derrière. Et pour les véhicules de différents modes de transport de masse, urbain, périurbain, de masse par exemple, qui a plus de 50 places, parce que vous voyez des bus de transport urbain de masse ont la capacité des personnes debout et assis
qui parfois dépasse 100 personnes, le ministre du Transport a dit qu'il ne faut pas dépasser 50 personnes, y compris le conducteur et toute autre personne qui accompagne, peut-être des hôtesses. Ils ont compté parmi ces 50 personnes. Et pour les bus de plus de 30 places, il faut ramener ce nombre de personnes à déplacer par ces modes de transport à 20 personnes. Il faut comprendre que ce nombre de personnes ne sont pas limitées par une imagination. Nous avons estimé que si dans un bus de 70 places et il transporte au moins 50 personnes, ces personnes vont s'espacer parce qu'il ne suffit pas de transporter. Ils vont respecter la distanciation sociale. Exactement, parce qu'il faut savoir que ces virus, c'est par projection de salive, il faut garder certaines distances pour ne pas contaminer. Yannick Emga? Oui, moi j'étais attentif au fait qu'on dise qu'il faut se déplacer en cas d'extrême nécessité. On voit que dans certains pays, il y a la même mesure, mais on est passé à une autre phase, celle de dire que désormais, pour apprécier l'extrême nécessité, il faut que l'administration vous délivre un document. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille associer les deux? Parce que comment est-ce qu'on va apprécier l'extrême nécessité autrement? Oui, il faut comprendre, nous avons toujours cette tendance de vouloir comparer. C'est vrai que c'est le même virus. On a tendance de comparer ce qui se passe dans les autres pays et ce qui se passe au Cameroun. Nous avons d'abord pensé qu'il faut mettre chaque Camerounais devant certaines responsabilités. Il faut que chaque personne prenne la responsabilité de réfléchir. Il faut que je me déplace. C'est à cette mesure, parce que c'est bien que des gens pouvaient sortir pour tous les motifs et tous les faux documents pour vous justifier que la nécessité de se faire déplacer c'est présente. Mais la personne qui raconte des mensonges pour se déplacer, c'est à cette personne qu'on adresse. Il faut que cette personne soit responsable de dire lui-même que est-ce que pour se déplacer, est-ce que ce déplacement est nécessaire pour aider le gouvernement pour contenir ce virus. Alors, je veux vous parler de comparaison. Bon, je ne parlais pas d'un pays occidental, je parlais de la Côte d'Ivoire. Là-bas, la mesure, c'est que désormais, pour vous déplacer, en cas d'extrême nécessité, justement, il faut que ce soit la préfecture ou même le ministère de l'administration territoriale vous délivre un document et ça concerne justement des gens qui sont dans des services essentiels, la santé, la sécurité, ce genre de choses. Est-ce que vous ne pensiez pas, compte tenu de la réalité sur le terrain, où on voit encore beaucoup d'inconscience de la part de certains de nos concitoyens, qu'il faille aller très rapidement à une autre étape? C'était ça le sens de ma question. Oui, il faut comprendre que nous sommes en train d'aller étape par étape et chaque étape fait l'objet d'une évaluation. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a eu une réunion restreinte avec le ministre en charge de l'administration territoriale, avec le gouverneur de région touchées et certains préfets qui sont au centre de gestion de vie comme Fondi et Méfi et Vroui. C'était une réunion de faire une évaluation de ces mesures qui ont été prises. Le ministre du Transport était là, le DG était représenté. Embarquement pour le quartier. Évaluer les mesures qui ont été prises. Après cette évaluation, ceux qui prennent des décisions vont examiner si la nécessité est présente pour passer à une vitesse supérieure. Le 13 points de chef d'État a été fait sur la base d'une évaluation. Et lorsque on va observer la mise en œuvre de cette 13 points, naturellement, il y aura des autres mesures qui seront adaptées aux réalités sur le terrain. Alors, je crois que je vais insister sur ce que dit Yannick Yemga, parce que effectivement, le sentiment qu'on a, c'est qu'au niveau du ministère des Transports, vous prenez tout votre temps. Les textes du ministre sont par exemple arrivés une semaine après la mise en place l'annonce des 13 mesures prises par le gouvernement. Le virus même est entré au Cameroun par le moyen des transports, parce que tel que le ministre de la Santé le dit dans ses messages de sensibilisation, c'est ceux qui sont venus hors du Cameroun qui nous ont amené le virus. Est-ce que vous sentez une certaine responsabilité? Est-ce que vous ressentez l'urgence qu'il y a à prendre des mesures réelles sur le terrain au niveau du ministère des Transports? Il faut comprendre, vous avez dit que les autres ces virus est entré par un moyen de transport. Il vous dit que le ministère des Transports a réagi en retard. Par contre, vous devez plutôt dire que le ministère du Transport a peut-être été proactif en liaison avec le ministère de la Santé, parce que c'est le dispositif qui a été mis dans l'espace de transport de l'aéroport.
en liaison avec les autorités en charge des espaces aéroportuaires et le ministère de la Santé, qui nous a permis de constater certains des premiers cas qu'ils ont arrivé au Cameroun. Donc, les dispositifs étaient déjà présents au niveau du ministère, au niveau des espaces. Vous avez combattu au niveau des aéroports, alors que le virus était déjà dans les villes. Non, il faut comprendre quelque chose. Hein. Quand on dit que ces virus ont été importés, ça passe par où? On a dit d'abord que ces virus ont passé par les aéroports. Il faut d'abord être en mesure de mettre un dispositif qui permet à ce qu'on peut identifier ceux qui sont pour ces suspects et pour que les autres organisations prennent le relais pour la prise en charge. Les autres modes de transport répondent par rapport au risque. Par exemple, quand on restreint le déplacement des personnes, si au niveau des entrées, on pouvait contenir tout le monde qui entre, on ne devait pas faire recours aux autres modes de transport pour commencer à corriger. Mais c'est parce qu'au niveau des entrées, si on pouvait bien maîtriser l'entrée, et toutes les personnes qui ont entré au Cameroun étaient responsables. Parce que rassurez-vous que au niveau de l'aéroport, il y avait un fiche que le ministère de la Santé a mis en place pour que tout le monde qui entre au Cameroun pouvait remplir ces fiches qui devaient nous permettre aujourd'hui de savoir tout le monde qui entre au pays en provenance des pays de risque. Mais sur l'exploitation de ces fiches, vous pouvez constater que des gens écrivent des fausses numéros, certaines personnes ne répondent plus aux appels, et aussi c'est un symptôme après 45 jours. Donc celui qui est entré avec aucun symptôme. Et il y a certains cas même, certaines personnes qui sont malades, qui ont pris des médicaments qui a peut-être, caché, baissé la température. Ils ont traversé des dispositifs qui étaient au niveau de l'aéroport. Mais il faut attendre peut-être 14 jours pour commencer à savoir que ces personnes ont pris différents modes de transport. Donc, le ministère du Transport a pris tous les dispositifs qu'il devait avoir, et lorsque nous avons constaté que il y a les risques de déplacement des personnes, nous avons passé à une autre étape de limiter la contamination des masses. Parce qu'il faut savoir, c'est cette mesure de limiter le déplacement des personnes n'est pas seulement pour empêcher que les personnes ne propagent ce virus, mais c'est aussi éliminer la possibilité de la contamination des masses. Parce que les bus de transport sont des plateformes qu'on peut facilement contaminer beaucoup de personnes. Donc, ces limitations et garder les distances hygiènes, c'est pour aussi, par le voie de transport, rassurer que ça ne passe pas par ces moyens. Yannick Yemga? Oui, alors, parlant justement de la limitation de la contamination de masse, vous disiez tout à l'heure que pour un bus de 70 places, c'est 50 places maximum autorisées, mais je ne sais pas si vous avez souvent pris le bus de 70 places, justement. Je faisais une réflexion rapide, là. Même en mettant 50 personnes dans un bus de 70 places, il n'est pas sûr qu'on respectera la distanciation sociale, hein, parce que... Est-ce que vous avez fait des simulations? Parce que vous regardez un peu la taille d'un bus. Et puis, beaucoup de médecins disent que... même du taxi. Que lorsqu'on est dans un espace clos, et on a des bus VIP qui sont des espaces clos, la contamination est plus rapide, puisque les gens respirent un air qui est comme recyclé. Il faut comprendre, peut-être sans être médecin. Mais Moi, je pose simplement les questions que se posent les Camerounais. Bien sûr. Sans être médecin, mais je sais que ce n'est pas question de l'air qui est un peu... Mais il faut comprendre que cette virus est transmis par les salives. C'est la projection. Donc, nous avons estimé qu'en défaut de demander que personne ne déplace, si on peut limiter cet espace pour agrandir un peu l'espace que nombre de personnes pouvaient être dans un bus. Par exemple, vous parlez des cas de bus de transport urbain qui transportent souvent 100... Interurbain. D'accord, des bus de plus de 70 places, 50 personnes, nous avons la forte conviction que si toutes les personnes qui sont d'abord dans cet espace sont d'abord conscients, il y a d'abord cette distance, que vous pouvez au moins avoir un espace de manœuvre, que si vous voulez tousser, vous pouvez vous cacher sans que... Mais avant, sans cette distance-là, vous êtes très serré. Mais aujourd'hui, avec 50 places dans un espace qui devait être occupé par 70 personnes, on pense que vous avez un peu d'espace pour se manœuvrer, pour respecter d'abord les règles des hygiène, parce que ce n'était pas pour éliminer
un risque zéro, mais c'est beaucoup plus responsabiliser chaque individu. Lorsque vous entrez dans un bus qui devait avoir plus de personnes, on vous a déjà fait comprendre que vous devez se déplacer en cas d'extrême nécessité. Ça devait déjà sonner une alarme dans votre tête. Lorsque vous entrez dans un espace, vous devez auto-protéger. Chaque personne prend des mesures de se auto-protéger pour au moins gérer cet espace. Et maintenant, on va évaluer. Si on constate que ces mesures, je pense que l'évaluation est en train de faire, si on pense que des mesures ne suffisent pas, j'ai une forte conviction que le ministre du Transport va réfléchir pour prendre des mesures plus continuelles. Alors, Vincent de Paula Kanyana, peut-être qu'on devrait parler des moyens de coercition. Comment vous contrôlez tout ça sur le terrain? Il faut d'abord savoir que selon le décret des chefs d'État de 2008 qui définit les attributions des chefs de circonscription administrative et organisation des services, le chef d'État, l'autorité administrative dispose tous des pouvoirs pour mobiliser tout l'arsenal dans chaque limitation administrative pour veiller à ce que ça soit respecté. Il y a d'abord, vous voyez que le communiqué de M. Transport, ils ont été en copie. Et vous avez vu que tous les préfets ils sont mobilisés pour faire respecter cette directive que le ministre du Transport a donnée. Le ministère du Transport dispose de délégations, 58 délégations départementales et 10 délégués régionaux. Dans chacune de cette délégation départementale, il y a des OPG à compétence spéciale que le ministre du Transport a activé toute cette OPG pour veiller à ce que ces mesures soient respectées. Et effectivement, ces mesures sont respectées. Si vous suivez bien de manière concrète, est-ce qu'il y a des équipes qui descendent sur le terrain? Est-ce que dans les agences de voyage, vous avez des gens qui vérifient qu'au départ des bus, tout le monde est Il y a les bus, mais il y a également les taxis qui en conformité avec ces mesures qui ont été prises. Les taxis et les mototaxis. Dans chaque département, les délégués départementaux sont sur le terrain pour se rassurer que ces mesures sont respectées. Et ils sont en permanence sur le terrain pour veiller à ce que ces mesures sont respectées. Il y a des FMO qui accompagnent le ministère des Transports pour se rassurer que ces mesures sont respectées. Nous avons vu les préfets, les autorités administratives qui sont impliqués pour se rassurer que ces mesures sont respectées. Mais on constate des tendances avec certains agents de voyage que lorsqu'on a contrôlé dans des terminaux et on contrôle des bordereaux, que c'est moins de 50 personnes, ils font des ramassages. Est-ce qu'il y a des équipes mobiles qui est d'abord interdit. C'est ici, à ces mesures, que l'équipe mobile décède et aussi notre Est-ce que vous avez mis des équipes mobiles sur le terrain? Bien sûr, avec cette dispositif soit renforcé avec le CED pour se rassurer qu'on décourage cette pratique. Mais il y a aussi ce que cette catégorie de personnes oublie, qu'il y a des sanctions administratives que le ministre du Transport est prêt pour prendre. La suspension des agents de voyage qui vont se bien à cette pratique. Mais il est aussi important, peut-être, on n'a pas beaucoup sensibilisé ces acteurs de certaines conséquences pénales qui pourraient être. Je pense que l'article 260 de Code pénal sanction à un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans. Toute personne qui facilite la communication des maladies contagieuses. Donc, toutes ces personnes qu'on a dit ne transportent pas plus de tel nombre de personnes. Lorsque vous mettez à transporter ces personnes, vous vous exposez à ces sanctions prévues en part de Code pénal. Alors, il y a les opérateurs du secteur qui vous opposent le coût de toutes ces mesures qui ont été prises. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui pourront être mis en place pour payer, on va dire, le manque à gagner qui va découler de toutes ces mesures qui ont été prises? Il faut savoir, on a beaucoup parlé de mesures d'accompagnement. Je vais parler de terre à terre. Quand on dit accompagner, ça veut dire que la mise en œuvre des mesures, et on voit, on évalue ce que ça peut coûter pour évaluer, mais on n'a pas certaines résistent de la mise en œuvre de ces mesures, mais ils demandent des mesures d'accompagnement. Lorsque les deux ne doivent parler de terre au moment de l'élaboration des mesures. Il faut comprendre un peu. Lorsque Boko Haram a décidé d'attaquer le Cameroun, ils n'ont pas envoyé l'avertissement. Donc, nous avons fait une réponse avant de gérer des conséquences. Dans l'urgence. Donc, il faut comprendre que ça, c'est aussi une sorte de guerre biologique. Tous les Camerounais sont des soldats. Tout le monde devait jouer sa participation. Si on a eu... ce que vous leur dites, c'est que c'est leur effort de guerre. Il faut. Déjà même, on félicite les efforts. Lorsque on voulait le premier confinement qui a été annoncé, le ministre du Transport a fait appel
aux agents de voyage pour envoyer les bus au niveau des aéroports. Ils ont envoyé les bus VIP gratuitement. Ils ont eu à accompagner l'État, souvent beaucoup de mesures gratuitement. Je pense que c'est aussi l'un des moments qu'on va apprécier le patriotisme de chaque Camerounais. Tout le monde doit jouer son rôle. Je ne pense pas qu'on n'a pas été dépisté avant de venir dans ce plateau. Madame pouvait demander le prime de risque de venir le contaminer, mais elle n'a pas demandé. Ben, c'est bien qu'elle devait jouer son rôle de sensibilisation. C'est un moment que tout le monde devait jouer son rôle. Je ne pense même pas que les transporteurs sont dans cet esprit, parce qu'on constate que beaucoup de transporteurs, de compagnies de transport interurbain, ont adhéré à cette mesure des ministres de transport. Comme bon Camerounais, on pense qu'on verra avec des jours passent comment on pouvait mieux gérer avec eux cette situation. Alors, Monsieur le directeur, je voudrais que nous parlions de la collaboration du ministère des Transports avec les autres départements ministériels. Le ministre de la Santé publique a fait un tweet cette semaine, tweet dans lequel il déplorait le fait que de nombreux Camerounais, vous l'avez relevé sur ce plateau, soient entrés dans le pays et réussi à passer entre les mailles du filet. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, à l'arrivée de toute personne à l'aéroport, dans nos différents aéroports, il y a des fiches de renseignement qui sont fournies. Il y a toutes sortes d'informations qu'on peut retrouver dans nos différents systèmes informatiques. Alors, comment ces personnes ont-elles pu passer entre les mailles des filets? Vous l'avez déjà dit, mais maintenant, la question c'est celle de savoir si on ne peut pas remonter vers ces personnes-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ces différentes données à la disposition du ministère de la Santé pour qu'il puisse traquer, le docteur Etunzi le disait tout à l'heure, pour que le ministère de la Santé puisse traquer toutes ces personnes qui ont réussi à passer entre les mailles des différents filets qui ont été mis dans nos différents aéroports? Merci madame. Il faut savoir que c'est une très bonne question et pour poser la question de la collaboration ne se pose pas. Parce que déjà, la présence de ces fiches au niveau des aéroports au Cameroun, ce sont des fiches mises à la disposition de l'aéroport par le ministère de la Santé. Et ce sont des personnels du ministère de la Santé qui gèrent ces données. Cela, c'est établi une franche collaboration entre le ministère des Transports et le ministère de la Santé. Et ces fiches sont collectées systématiquement. Il y a des FMO qui étaient présents au niveau de l'aéroport pour se rassurer que chaque personne remplit ses fiches. Mais comme vous avez écouté dit des représentants du ministère de la Santé, certaines de ces personnes, quand on les appelle, ils ne prennent plus le téléphone. Certaines, c'est difficile de faire le suivi. Certains cachent. Mais c'est lui ici pour dire qu'il y a une absence de la responsabilité de beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a personne qui peut dire que quelqu'un vient d'échanger ou ne peut pas savoir que cette personne est là. Mais pour faire le suivi, non seulement à une discussion en off avec le responsable du ministère de la Santé, on constate que certains ont mal rempli ces fiches. Certaines de ces fiches ne sont pas exploitables. Certaines personnes, même avec le numéro de téléphone qu'ils ont mis, on les appelle et ne prend plus. Ils refusent de... Est-ce que vous avez quand même un listing des passagers qui sont arrivés? Un listing qui pourrait, par exemple, être fourni par la compagnie aérienne qui a mené, qui a transporté tous ces Camerounais-là? Il faut savoir que le système, l'aviation civile, c'est l'une des modes de transport le plus sécurisé. C'est impossible que vous traversiez un aéroport sans qu'on sache que vous avez traversé. Donc, il existe 7 listings. Mais comme le représentant du ministère de la Santé a dit, le problème, c'est la responsabilité de cette personne. Que certaines Étant donné qu'on ne peut plus compter sur leur responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est une question que le ministère de la Santé a déjà répondu, que c'est sur la base d'un tel constat que le ministère de la Santé a décidé d'aller vers ces personnes pour aller rechercher. Donc, c'est parce qu'ils ont un certain nombre de données, des indicateurs qui pouvaient leur permettre de cibler certains groupes de personnes. Comme vous avez dit, comme on dit le représentant du ministère de la Santé tout à l'heure, il y a certains quartiers déjà identifiés qu'ils vont cibler ces quartiers. Alors, pour effectuer des descentes. Pour revenir au ministère des Transports, est-ce qu'on peut par exemple imaginer que ces listings-là soient publiés, que les noms de tous ces passagers-là soient publiés par exemple par voie de presse? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas?
je pense que l'information de toutes ces personnes qui ont effectué des déplacements sont connues par les instances habilitées à faire les recherches pour connaître les identifications. Et je pense que par tout moyen possible, maintenant que l'État a décidé d'utiliser un autre moyen, parce qu'il faut comprendre que lorsque le ministre de la Santé dit qu'on va aller vers la population, il faut pas parler à la place du ministère de la Santé, il faut savoir qu'il sait exactement ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Nous parlons là du ministère des Transports. Non, mais je vous ai fait comprendre que cette liste de tout le monde qui est déplacé, les gens ont rempli un fiche au niveau de report qui est déjà à la disposition du ministère de la Santé. Ils exploitent ces fiches pour faire les projections dans le cadre de dépistage des personnes. Monsieur le directeur des Transports routiers, la fiche de renseignement est une chose et le listing, j'imagine, en est une autre. Le listing des voyageurs, j'imagine, en est une autre. Il y a des choses. Si tout le monde qui a traversé l'aéroport a rempli ses fiches, ça veut dire que tout le monde qui est entré au Cameroun a rempli le fiche du ministère de la Santé. Donc, on peut exploiter les fiches pour avoir les mêmes informations ou bien filtrer même ces fiches pour savoir ceux qui sortent des pays de risque. Mais comme a dit un haut responsable aujourd'hui en réunion, toutes les propositions sont des bienvenues pour l'exploiter, pour atteindre au maximum des personnes qui pouvaient être en train de vivre avec la population, qui peut porter ces virus. Moi, j'avais juste une question à vous poser. C'est que quand vous parlez de ces mesures qui ont été prises par le ministère des Transports, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui sont réalistes dans l'arrière-pays? Je vous prends des localités où il n'y a qu'un seul bus ou une seule voiture par jour pour desservir deux localités. Est-ce que vous pensez que ça va être évident de mettre en œuvre ces mesures dans ces localités-là précisément? Il faut d'abord savoir que tous les départements au Cameroun sont liés au chef-lieu de région par le système de transport interurbain de masse. Et rares sont des constats qui pouvaient être dans cette Je vous pose la question parce que je suis souvent allé en reportage dans l'arrière-pays et je connais certaines réalités. J'ai vu pas plus tard que ce soir un reportage chez nos confrères de Canal 2 à Menganga, pour ne pas citer la ville, où la mesure était difficile à mettre en œuvre. Il y avait des bus encore qui étaient bondés. Est-ce que vous pensez, et les explications des populations, c'était que il faut bien qu'on aille gagner notre pitance et c'est l'unique bus de la journée. Alors, il y a les bus, mais il y a également les taxis de brousse. C'était un village, c'était un bus qui desservait Menganga à une localité de l'arrière-pays. Je reviens encore sur le point 8 de l'instruction des chefs d'État qui a été transmise par le premier chef de gouvernement et sur la base de laquelle le ministre du Transport a pris des mesures. Il faut se déplacer en cas d'extrême nécessité. Cela veut dire que nous, on veut décourager le déplacement des masses. On a bien compris, monsieur le directeur. Si les personnes se plaignent qu'ils ont seulement une seule bourse, même cette une seule bourse qui devait se déplacer, il n'y a pas une exception, devait respecter cette mesure. Parce que c'est un bus de plus de 30 places, il ne devait pas porter plus de 20 personnes, y compris le conducteur, ou bien s'il y a un motoboy, y compris cette personne. Mais aussi, dans cet espace, cette compagnie de transport interurbain devait s'organiser pour qu'il n'y ait pas un groupement de plus de 50 personnes à un moment donné dans cet espace, et aussi rassurer que les gens lavent au moins les mains avant de monter sur ces bus et procéder périodiquement, plus que jamais, à désinfecter l'espace dans ces bus que les mains des passagers touchent habituellement. Alors, reparlons de ces communiqués du ministre des Transports. Il y a l'un de ces communiqués qui parle particulièrement de ces Camerounais qui sont à l'étranger et qui s'y sont retrouvés pendant qu'ils étaient en mission, avant qu'il y ait ces différentes mesures de fermeture des frontières. Est-ce qu'on peut savoir quelle est leur situation aujourd'hui? Est-ce que les opérations de rapatriement entre guillemets se poursuivent? Qu'en est-il de ceux qui ne sont par exemple pas dans les capitales des pays? Qu'est-ce qui se passe pour eux?
Je pense que par anticipation, les mesures le chef d'État avait déjà pris ça en compte et que le ministre du Transport a bien encadré dans ses communiqués. Ils étaient clairs qu'ils devaient prendre de tâches avec nos missions diplomatiques et s'est fait identifier. Dans le communiqué, le ministre du Transport, ce qui concerne le domaine d'aviation civile, le ministre du Transport était clair que l'aéroport de Cameroun, l'autorité aéronautique en liaison avec le MIREX, les polices des frontières et bien sûr lui-même ministre du Transport devait se rassurer que ces Camerounais pas de vol spécial autorisé spécialement devaient revenir au Cameroun et la date d'estampillage des passeports au moment où ils quittent le pays et aussi lors des missions devaient être les éléments à apprécier s'ils étaient en mission officielle au Cameroun avant la fermeture de l'espace aérien. Mais à une seule condition, que lorsqu'ils mettent pied au Cameroun, ils devaient aller directement à la place de confinement que l'État a réservé et respecter les mesures de confinement. Mais ça, c'est même non négociable, c'est pas... Donc c'est ça. Alors, est-ce que ces opérations se poursuivent? Bien sûr, ces opérations se poursuivent. Et aujourd'hui, lors d'une réunion d'évaluation, le gouverneur des régions de littoral et le gouverneur des régions de Sanche ont fait le point sur le nombre environ 30 hôtels qui ont été réquisitionnés pour le confinement de ces catégories de Camerounais. Il faut aussi savoir que le ministre du Transport a aussi autorisé, en liaison avec toutes les administrations concernées, que ceux des autres pays qui sont au Cameroun, qui veulent sortir, pouvaient aussi quitter le pays par les vols autorisés spéciaux. Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse. Comment les journalistes jugent-ils la communication autour du Covid-19? Question à eux posée dans le cadre de la rubrique Édito. Jusqu'ici, on n'a pas vu l'implication, par exemple, des leaders d'opinion, des personnes dont la voix porte, qui, à travers certainement des vidéos, à travers des messages, qui amènent des populations à suivre le bon exemple. On a également le sentiment que jusqu'ici, ça reste une affaire du politique, c'est-à-dire que du ministre de la Communication, du ministre de la Santé et peut-être du Premier ministre également. Ce n'est pas encore ce que nous attendons. Du moment où le chiffre va croissant en rapport avec le nombre de personnes infectées ou bien mises en quarantaine, puisqu'il semble que nous avons déjà plus de 100 cas actuellement, et ce qui vous dit qu'il y a toujours problème. Alors, pourquoi il y a ces problèmes? Justement parce que nous constatons, par exemple moi, je constate que la concentration, la focalisation de cette lutte contre le coronavirus est plus basée sur 3 villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, alors que c'est un problème national et mondial. Au regard des faits, on ne peut pas dire que le gouvernement camerounais ne fait rien. Il faut reconnaître que des efforts sont faits depuis les premiers signaux d'alerte. Je vois comme élément additif à cette communication une mise en association aussi des leaders des autorités traditionnelles. Et là, j'interpelle aussi une cohésion gouvernementale entre le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Communication, le ministère de la Santé, pour que les chefs de village, les chefs de bloc, les chefs de quartier dans les villes soient également ces relais. Cette communication mérite de monter en régime et mérite de monter en régime pour toucher notamment les couches plus basses de la société qui continuent à être vulnérables, qui continuent à croire à un ensemble de discours qui sont tenus par un ensemble de leaders d'opinion qui disent par exemple que cette maladie ne peut pas les toucher ou qu'il y a des médicaments qui peuvent soigner. Donc il faut continuer à parler, il faut continuer à interpeller, il faut continuer à dire pour que ceux qui sont en bas, ceux qui sont peut-être les plus vulnérables, ce message-là parvienne là-bas. Place aux une du lundi et nous retrouvons Daniel Menanga. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos invités, chers téléspectateurs, bonsoir. Bien évidemment, le
Coronavirus s'invite une fois encore dans les unes ce lundi 30 mars à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune. Coronavirus donc, le prix de l'inconscience. Alors que les pouvoirs publics s'attellent à faire respecter les mesures de restriction destinées à freiner la propagation de l'épidémie au Cameroun, une cinquantaine de professionnels de sexe invités dans les hôtels par certains compatriotes, déplore le préfet du Mfundi. À lire aussi dans le quotidien national bilingue le cri d'alarme du secrétaire général de l'ONU. C'est dans des pages 7 à 13. Dans l'économie report, le coronavirus fait passer les économies des pays de la CEMAC au scanner. L'économie report précise que, confronté aux défis sécuritaires de rétablissement des équilibres macroéconomiques et de diversification économique, les pays de la CEMAC font désormais face à la pandémie. Mutation dresse un bilan assez particulier du coronavirus au Cameroun. On peut voir à la une, je cite, les stars du bêtisier sans commentaire. Les détails à lire des pages 7 à 9. And then the Guardian Post daily about armed conflict in Northwest and Southwest says Akwanga Sako hid UN call for ceasefire. Details on page 3. C'était tout pour les unes du lundi. La moisson n'était pas assez forte, mais il y avait du scandale et du sexe et le coronavirus. Tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller dans les kiosques dès ce lundi. Avant de nous séparer, on va peut-être poser une dernière question au directeur des transports routiers au ministère des Transports. Je voudrais qu'on insiste particulièrement sur les mesures de contrôle des différents modes de transport. On a parlé des transports par voie aérienne, on a parlé des transports par voie terrestre, mais sauf que là, on n'a pas parlé du rail. Est-ce que les mesures qui ont été prises s'étendent également au niveau des transports par voie ferroviaire? Quand on sait dans quelles conditions, par exemple, les Camerounais voyagent pour rallier des villes, des localités comme des régions comme l'Adamawa. Parfois les uns assis sur les autres. Oui, le ministre du Transport a pris les mesures en routier, aérien, maritime et aussi par voie le rail. Et pour le rail, c'était, il faut savoir que Camrail est une multinationale, les mesures de sécurité est très strictes à ce niveau. Le ministre du Transport a demandé, et c'est effectif au niveau de Camrail, de réduire le nombre de personnes par voiture. Par wagon, comme on peut dire par voiture, ça veut dire que c'est environ 88 personnes habituellement, mais le ministre du Transport a demandé que désormais ça soit 44 personnes. Pour respecter l'espace hygiène, il a demandé qu'on suspend provisoirement les arrêts des gars, certains gars sur le territoire Yaoundé en Gandoué qui ne sont pas vraiment nécessaires. Il faut qu'on suspende ça provisoirement. Le ministre du Transport a demandé, et ces mesures sont effectives, les camarades de créer un espace dans le train, les wagons dans le train pour, en cas où il y a des cas suspects, ils pouvaient être isolés dans cet espace. Le ministre n'a pas même demandé au Camrail de mettre à disposition des systèmes sanitaires des Camrail à Douala à la disposition des potentiels suspects et le dépistage et lavage de mains, et aussi retirer les draps dans des wagons de lit qui peut facilement infecter, d'encadrer le mouvement à l'espace des gars voyageurs pour se rassurer qu'il n'y a pas plus de 50 personnes à un moment donné, et il faut organiser le déplacement des personnes d'une façon rapide pour éviter que des personnes se retrouvent à un moment donné plus de 50 personnes, et toutes ces mesures sont respectées. Il faut d'abord savoir que ces mesures, Camra était même prêt parce que c'est même architecture qui était déjà. Sans publicité. Il n'y a pas deux compagnies de transport, il n'y a pas deux compagnies, mais les acteurs
acteurs de ce secteur étaient prêts parce que des dispositifs étaient déjà installés pour lutter contre Ebola à l'époque. On a seulement activé cet ancien mécanisme. Il faut aussi qu'on a annoncé déjà les cas de cette maladie au niveau de Sud-Ouest. Au niveau maritime, des mesures ont été aussi prises. On a limité, on a interdit le déplacement des personnes par voie navigable, surtout dans des zones de Sud-Ouest, Bakassi et Dinao, aussi en Sud Campo. Le ministre du Transport a interdit vraiment tout déplacement des personnes par voie navigable, et même des bateaux qui arrivent au Cameroun devaient respecter avant d'arriver avant d'arriver au Cameroun, doit rester au moins 14 jours. Et après 14 jours, une équipe sanitaire est déployée vers ces bateaux pour contrôler tout le monde avant que ces bateaux puissent coster au niveau de Cameroun. Et il est aussi interdit. Toutes les personnes à bord d'un navire costé au Cameroun, il est interdit que ces personnes ne doivent pas descendre pour entrer le territoire national. Est-ce qu'il y a des risques que le coût du transport augmente au Cameroun? Il faut savoir que ça, c'est une question qui aussi est en train d'être étudiée. La semaine passée, on était en réunion pour faire comprendre la synergie de tous les différents départements ministériels. La question des prix relève des compétences du ministère du Commerce, et nous, on était déjà en réunion avec le ministère du Commerce pour examiner toutes ces possibilités. Je pense qu'après une étude scientifique menée par les autorités compétentes, on pouvait bien apporter une réponse à une telle question. Mais moi, juste pour finir, Yannick Mgaoui. Oui, mais moi, je voudrais insister quand même sur cette question qu'on ne peut pas éluder comme ça. Effectivement, beaucoup d'opérateurs du secteur des transports disent bien qu'il faut, à un moment donné, compenser les pertes enregistrées. Est-ce que là-dessus, la réflexion est suffisamment avancée, ou alors c'est toujours l'effort de guerre? Non, il y a d'abord, tout le monde doit jouer sa participation à un bon Camerounais, c'est ce que le chef d'État a d'abord appelé, c'est ce que le ministre du Transport a appelé, mais il faut savoir que quand on dit impair, c'est quelque chose qui existe. Il faut qu'on traverse. On va évaluer. Les experts compétents vont évaluer qu'est-ce que le mieux valeur de ces pertes. Et peut-être, sur la base d'évaluation faite, on pouvait aussi proposer les mesures d'accompagnement pour conforter ces acteurs. Après preuve de bons citoyens, de compagnies, le gouvernement pour lutter contre ces virus, c'est la responsabilité de chaque Camerounaise. C'est bien noté, madame, monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci, messieurs les journalistes, d'avoir expérimenté cette nouvelle formule de Scène de Presse. Merci au docteur Etoundi qui était là dans la deuxième partie de cette édition. Et surtout, n'oubliez pas, lavez-vous les mains à l'eau et au savon chaque fois que c'est possible. Respectez la distanciation sociale, 1,5 mètre au moins, et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Et enfin, soyons tous responsables. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.